Il est midi pile. Bienvenue à ce webinaire de dévoilement des résultats du baromètre de la transition des entreprises 2025. Ce webinaire est enregistré. Je suis Anne-Josée Lacarre et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis directrice générale et co-initiatrice de QNP. Chez QNP, notre mission, c'est de créer les conditions gagnantes pour que les PME du Québec multiplient leurs actions climatiques tout en saisissant des occasions d'affaires. Et c'est dans cette idée de créer les conditions gagnantes qu'on a créé en 2022 le baromètre de la transition des entreprises pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de l'écosystème du Québec. Plus tôt ce matin, nous avons lancé le rapport du baromètre Voie de passage qui contient toutes les données détaillées. Donc, aujourd'hui, pendant le webinaire, on va faire un survol des faits saillants. Vous allez aussi trouver dans le rapport détaillé nos recommandations et c'est pas non plus ce qu'on va aborder ce midi. Donc, je vous invite vraiment à télécharger le rapport. Ma collègue Rachel va mettre le lien dans le clavardage. On a aussi publié ce matin un communiqué de presse avec une fiche technique et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions à la suite du webinaire. Donc, si on a pu créer l'enquête du baromètre cette année, et si on est réunis ce midi, c'est grâce à l'appui de nos partenaires que je tiens à remercier Beneva, BMO ainsi que Recyc Québec et nos collaborateurs Énergir, Investissement Québec, Miller Thomson, Nordastello. On a également l'appui financier du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec, le soutien de l'Association des professionnels en développement économique du Québec, l'ABDEC. Nous avons mandaté à nouveau la firme Léger cette année pour réaliser notre enquête et nous avons compté sur l'appui des experts de Copticom, Ouranos, ainsi que Rumcar pour notre nouvelle identité de marque. Et voilà pour la visualisation des données de ce baromètre qui, pour la première fois, là, on avait 4 années de données. On a été capable de faire une visualisation beaucoup plus parlante que ce qu'on a fait par les années précédentes. Donc, sur ce, je vais présenter mes collègues pour ce webinaire. On accueille deux panélistes avec nous. Madame Mélissa Gilbert, vice-présidente exécutive et leader d'affaires financières chez Beneva, en compagnie de Francis Vermette, qui est vice-président des opérations et développement chez Recyc Québec. Donc, je vais les inviter chacun un peu à présenter leur rôle, puis pourquoi leur organisation s'intéresse à soutenir la réalisation d'une enquête comme le baromètre. Mélissa? Oui, bien, tout d'abord, merci. Je suis très contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Puis Beneva est effectivement un fier partenaire. Pour ceux qui connaissent peut-être moins Beneva, on est une compagnie d'assurance qui offre à la fois l'assurance collective, l'assurance de dommages pour les individus, mais aussi pour les entreprises, puis l'assurance vie des services financiers. Puis pour être un acteur de changement, ben, comme Beneva vous l'êtes, ben, il est essentiel pour nous de savoir d'où on part. Donc, grâce aux paramètres, on comprend mieux la réalité des PME. Les PME qui sont, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, nos clients, mais aussi nos fournisseurs, nos partenaires. Ça nous donne définitivement un point de départ pour bien les accompagner dans une transition juste. Les données du baromètre nous permettent de connaître les principaux éléments déclencheurs qui motivent les PME à prendre un virage vers des pratiques plus durables et aussi les freins qui les empêchent de progresser. Pour vous donner un exemple concret, chez Beneva, dans notre clientèle en assurance collective, c'est environ 90 des entreprises du secteur privé qui sont des PME de 250 employés et moins. Puis on avait d'ailleurs été particulièrement intéressés d'apprendre dans les résultats du baromètre 2024 que 36 des employés gestionnaires de PME identifiaient les préoccupations liées au changement climatique comme le deuxième élément déclencheur le plus significatif qui avait mené à une transformation au sein de leur organisation. Donc, comme vous le savez sans doute, là, notre offre d'assurance collective vise à protéger les groupes d'employés, avoir la couverture adaptée et donc ça inclut soit la santé psychologique. Donc, plus les employés vivent de l'anxiété dans le milieu de travail, comme l'anxiété liée à soit l'éco-anxiété ou liée à des transformations comme on vient de mentionner, bien, plus on constate une baisse de productivité, donc plus de journées d'absence au bureau, puis un climat de travail plus difficile. Donc, en voyant les statistiques de l'an passé, on voulait prendre action. Puis, on a d'ailleurs réalisé une étude qui portait sur l'éco-anxiété pour mieux accompagner nos clients face à ce phénomène-là, puis s'assurer de réduire le nombre de journées d'absence à court ou à long terme.
Et Merci donc, très beaucoup. contente d'être là. Merci beaucoup, Mélissa. Bienvenue. Francis? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité de participer à ce webinaire-là ce midi et de présenter un peu jaser des résultats du baromètre. Écoutez, Recic Québec, en deux mots, on est une société d'État qui fait la promotion de la gestion des matières résiduelles et dans une perspective d'économie circulaire. Juste rapidement, peut-être pour les gens qui sont moins peut-être habitués avec le concept d'économie circulaire, c'est que il faut comprendre que actuellement l'économie qu'on connaît depuis des siècles est davantage linéaire, c'est-à-dire d'extraire, consommer, jeter. Et dans l'économie circulaire, les principes d'économie circulaire, c'est beaucoup de viser la réutilisation, le réemploi, la réduction à la source. Donc, ce qui dit ça, dit vraiment changement, puis je dirais même changement de comportement. Donc, d'avoir les données d'un baromètre comme on l'a maintenant depuis quelques années, ça devient super intéressant pour nous pour savoir de quelle façon agissent et réagissent les entreprises, de quelle façon elles évoluent. Et à quelque part, je pense que les résultats du baromètre sont un peu une étude comportementale à peu de choses près de comment se comportent les entreprises, comment elles réagissent par rapport aux changements qu'elles doivent faire et de quelle façon elles doivent se positionner et tout ça. Donc, nous, à travers ça, ben, on veut mieux les connaître et les données du baromètre nous donnent cette possibilité-là, cette opportunité-là de multiplier un peu les passerelles entre les données, les entreprises, l'accompagnement pour vraiment accélérer un peu cette transformation-là vers une économie davantage circulaire puis qui va permettre de réduire la consommation aussi de ressources, c'est-à-dire celles dont on n'a peut-être pas besoin, et ultimement, parce qu'on est là-dedans tous les jours, de réduire les quantités de matière qui sont envoyées vers les sites d'enfouissement. Ben, merci beaucoup, Francis. Merci de vous être présenté. Puis, le déroulement de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a nos panélistes invités. Donc, moi, je vais vous présenter la méthodologie, des faits saillants du baromètre. Je vais aussi vous présenter des données. Donc, on va faire ça par module ou par section. Et puis, je vais permettre à nos panélistes invités de réagir pour partager leur réalité du terrain, de ce qu'ils vivent par rapport à ça et puis de nous aider à mieux comprendre collectivement ce qui peut se cacher aussi derrière les données du baromètre. Donc, la première section va porter sur les sources de pression, les trajectoires de transition, puis les leviers clés de l'action climatique. On va avoir une section, Francis vient d'en parler, sur l'économie circulaire, la mesure des gaz à effet de serre. Et on voit beaucoup d'informations très intéressantes au niveau de l'économie circulaire. Et c'est pourquoi on est vraiment content que Recyc Québec soit un collaborateur cette année. On va parler de naviguer l'incertitude. On le sait, l'enquête cette année, elle a été faite en juillet-août, donc pendant une année où il y a énormément de changements qui viennent affecter l'engagement vis-à-vis le climat à bien des niveaux. Donc, on va parler de certaines données là-dessus. Puis, on se garde du temps pour des questions et réponses à la fin. Donc, je vous invite, tous les participants, si vous avez des questions-réponses, indiquez-les dans la section Q et R du Zoom. J'ai ma collègue Rachel qui va pouvoir faire le tri, répondre à certaines de vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à utiliser le clavardage. Et puis, on veut là, que cette heure-là, ensemble, soit utile pour toutes les personnes présentes. Donc, sur ce, je vais commencer avec la méthodologie et quelques faits saillants. Donc, on est à la quatrième édition du baromètre de la transition des entreprises. L'enquête cette année, elle a été réalisée auprès de 819 dirigeants, dirigeantes. On a travaillé à nouveau avec la firme Léger, notre questionnaire habituel, donc 118 variables. Et nos répondants sont représentatifs de toute l'économie québécoise, donc par taille d'entreprise, mais aussi par secteur d'activité et par région du Québec. Donc, les résultats qu'on voit ici, là, c'est vraiment un portrait de l'ensemble de l'économie québécoise. Premier constat qu'on souhaitait partager avec vous, ben, les dirigeants du Québec, ils sont préoccupés, presque trois quarts d'entre eux, par les conséquences potentielles des changements climatiques sur leur entreprise. Quand on regarde cette préoccupation-là, comment elle se traduit en réalité, mais on demande aussi aux dirigeants, êtes-vous préoccupés? Puis ensuite, on leur demande, avez-vous été affectés par les changements climatiques au cours des 12 derniers mois? Et cette année, 51% nous ont dit, oui, on a été affectés au cours des derniers mois. On était surpris parce que l'année dernière, notre enquête a été faite au moment de débit. C'est une grande tempête, il y a eu plein d'inondations, puis on était à 52% d'entreprises affectées. Cette année, on a tout autant d'entreprises affectées.
Mais voici les conséquences pour les entreprises. Donc, on a une tendance à la baisse sur les pertes ou dommages matériels l'année dernière. C'était beaucoup plus élevé à cause de débit probablement. Cette année, ce qui sort au premier rang comme conséquence, c'est tout ce qui touche la santé et la sécurité des employés et de notre clientèle. Donc, on peut penser à la fumée des feux de forêt là, qui a affecté notre territoire au cours de l'été de la dernière année. Donc, pour toutes les entreprises et les PME là, qui ont des employés qui travaillent à l'extérieur, par exemple, ou des activités touristiques à l'extérieur, c'est certain que l'enjeu, là, santé-sécurité devient important et d'autres circonstances aussi. Ensuite, les entreprises ont vécu des pertes de revenus découlant d'interruptions de leurs activités. Les pertes ou dommages matériels sont encore présents, bien qu'une tendance à la baisse comparativement à l'année précédente. Interruption, perturbation des chaînes d'approvisionnement, une augmentation des coûts liés au fonctionnement à cause des changements climatiques, pertes ou dommages à des infrastructures qui sont critiques ou importantes, nécessaires pour les entreprises. Puis j'attire votre attention aussi sur les deux derniers. On a la chance d'avoir Mélissa avec nous qui va peut-être nous en parler, mais parmi les entreprises qui ont été affectées, 11% nous disent qu'elles ont vu une augmentation de leur coût d'assurance. Et une nouvelle question cette année, on a décidé de demander aux dirigeants, avez-vous de la difficulté à accéder à de l'assurance? Et 3% de celles qui ont été affectées nous ont dit que c'était le cas. Donc, plus de détails toujours dans le rapport. L'écart perdure entre la volonté d'agir pour le climat puis le passage à l'action. C'est quelque chose qu'on remarque là, depuis 2022, en fait, et si on vous met les données jusqu'à 2023, quand on demande aux dirigeants, est-ce que votre entreprise a un rôle central à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre, à plus de 80%, ils nous disent oui. Puis est-ce que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre? À 84%, les dirigeants nous disent oui. Mais quand on leur demande, est-ce que vous vous sentez bien outillé pour agir pour le climat? Mais il y a quand même un écart de 20 points. On tombe à 64%. Puis, est-ce que vous passez à l'action? Donc, est-ce que vous mettez en œuvre une action dans vos opérations ou prévoyez-vous le faire à l'avenir? 55%. Donc, on voit là vraiment un écart de presque 30 points entre c'est urgent de réduire et je ne mets pas en œuvre, je prévois même pas le faire à l'avenir. L'écart est quand même significatif. Donc, c'est ce qui nous avait amené cette observation-là dès 2022, cet écart, à développer l'indice de transition qu'on utilise maintenant depuis. Notre indice de transition QNP a été fait par une analytique avancée en collaboration avec la firme Léger. Et ça nous a permis de regarder parmi les 118 variables, lesquelles nous permettent d'expliquer c'est comment on va passer à la mise en œuvre d'actions climatiques dans les entreprises. Et il y a 4 composantes clés qu'on doit regarder quand on veut savoir si une entreprise, elle est ou non engagée pour le climat. Donc, la première concerne les aspects opérationnels. La deuxième, tout ce qui touche la chaîne de valeur puis l'économie circulaire. Ensuite, on a la résilience et l'adaptation. Donc, on se rend compte que quand les entreprises mettent en œuvre des actions climatiques puis se placent sur des trajectoires qui sont davantage plausibles que la moyenne, mais il y a des actions d'adaptation qui font partie de ce qu'elles mettent en place. Puis ensuite, la composante qui a le plus de poids pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques, c'est tout ce qui touche la culture organisationnelle et la gouvernance. Donc, je vous dévoile l'indice de transition 2025. L'indice est à 33,3. Comme vous pouvez voir, relativement stable avec ce qu'on a pu voir dans les années précédentes. Une entreprise qui mettrait tout en œuvre ce qui est possible, connu et souhaitable pour réduire les gaz à effet de serre aurait un indice de 100. Donc, à 33,3, ce qu'on dit, c'est que les entreprises du Québec actuellement mettent en œuvre le tiers des actions climatiques qui sont connues et souhaitables pour réduire les gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant avec notre indice, maintenant qu'on a plusieurs années derrière nous, c'est qu'on peut aussi regarder l'indice par taille d'entreprise. Donc, si on se compare à l'indice moyen que je viens de vous présenter, qui est de 33,3 cette année, voici l'indice des plus petites entreprises, moins de 10 employés. Elles mettent en œuvre moins d'actions climatiques que la moyenne. Voici où sont les PME de 10 à 249 employés. Elles mettent en œuvre un petit peu plus d'actions climatiques que la moyenne. Et là, je vais attirer votre attention sur les grandes entreprises. En 2023, quand on a fait cet indice de transition pour la première fois, les PME et les grandes entreprises étaient nez à nez.
Et ce qu'on disait à l'époque, c'est que qu'on soit une PME ou une grande entreprise, on a autant de chances de mettre en œuvre une action climatique. Ça nous rendait plein d'espoir et on croyait que les PME pourraient peut-être prendre le dessus sur les grandes entreprises puis être les leaders de la transition. Mais voici ce qu'on a observé au cours des dernières années. Donc, oui, en 2023, les PME, les grandes entreprises étaient nées à nez, mais depuis, les grandes entreprises ont commencé à mettre en œuvre beaucoup plus d'actions climatiques que ce qu'on peut voir chez les PME. Donc, il y a un écart. On voit que c'est vraiment important de créer des conditions qui vont être gagnantes, qui vont permettre aux PME de rejoindre les grandes entreprises. Mais on voit aussi que les grandes entreprises peuvent avoir un rôle à jouer pour aider les PME. Et ça l'apparaît dans nos données. On l'a demandé aux dirigeants et ils sont d'accord avec cette affirmation-là. Donc, l'indice nous permet aussi de voir des leviers clés de l'action climatique. Et deux des leviers clés, c'est l'engagement des conseils d'administration. Ici, je vous présente quelques données. Si le conseil d'administration a une bonne connaissance ou une moins bonne connaissance des occasions d'affaires, voici l'indice de transition. Donc, on voit tout de suite avec la flèche en vert que quand un CA a une bonne connaissance des occasions d'affaires, la mise en œuvre d'actions climatiques, elle est significativement plus importante. Et c'est la même chose si le CA est engagé envers le climat et la transition, et la même chose s'il a une connaissance des risques. Donc, le plus d'impact, c'est un CA qui connaît les occasions d'affaires, mais un CA engagé à tous les niveaux fait une différence, c'est un levier clé. Pour toutes les entreprises et celles qui ne comptent pas sur un CA, on observe la même chose au niveau des équipes de direction. Donc, quand les équipes de direction connaissent les occasions d'affaires en lien avec la transition, ça corrèle avec davantage de mise en œuvre. Même chose si l'équipe de direction, elle est engagée et même chose si elle a une connaissance des risques. Donc, compte tenu de l'importance de cette gouvernance-là, de l'engagement du CA et de l'équipe de direction, on a un élément qui nous a particulièrement interpellés cette année, c'est qu'il y a une hausse du désengagement des dirigeants dans les données. Donc, on a 47 des entreprises qui nous disent que leur équipe de direction, elle a un faible niveau d'engagement par rapport à l'action climatique. C'est une tendance à la hausse. 70 tendance à la hausse également nous disent ce sujet est rarement ou jamais à l'agenda, que ce soit les changements climatiques ou la transition. Et à 43 les équipes les équipes de direction s'estiment peu informées au sujet des changements climatiques. Donc, sur ces principaux constats de ce qu'on a pu observer dans le baromètre cette année, je veux vraiment donner la parole à nos panélistes. Je vais commencer avec toi, Mélissa. Le fait que la moitié des entreprises a été affectée par les changements climatiques, mais en même temps, on voit un désengagement des dirigeants. Comment vous voyez ça chez Beneva? Puis est-ce que vous, les assureurs, vous jouez un rôle pour mobiliser nos équipes de direction dans les entreprises? Oui, mais c'est sûr que dans le contexte actuel, je suis pas surprise du niveau d'engagement des dirigeants de PME. Là, on le sait, on a un contexte avec toute l'imposition des tarifs des États-Unis, ça amène beaucoup d'incertitudes économiques, là. D'ailleurs, selon un sondage de BDC, l'incertitude économique affecte 84 des entrepreneurs, puis une hausse de 15 points depuis le mois de mars. Donc, c'est sûr que les PME vont avoir tendance à se concentrer évidemment sur leur liquidité, sur la rentabilité, ce qui fait que la question de l'environnement peut aisément là, être remise à plus tard. Pourtant, je pense que ça demeure quand même important de garder ça en tête là, parce que ça demeure un risque stratégique à long terme. Puis de l'écarter, ça serait pas la bonne approche. On vient de voir que 51 des entreprises québécoises ont été touchées par des événements climatiques, là, tu l'as mentionné, qui étaient quasiment équivalents à l'année précédente avec débit là, qui était à 52. Donc, ça démontre vraiment un enjeu de société majeur puis une vulnérabilité persistante des PME, tant sur le plan financier, évidemment, mais aussi sur le plan psychologique. Du côté de Beneva, en tant qu'assureur, je vous ai parlé de l'assurance collective tout à l'heure, puis il y a l'assurance de dommages aussi, là, avec toute l'assurance sur les autos, les biens, l'habitation. On se demande où se situe notre capacité d'action pour aider les PME à faire face à ces risques-là. On a accès à de l'expertise scientifique sur les changements climatiques, puis toutes nos données démontrent clairement la hausse des événements et on se dit qu'il faut vraiment agir maintenant.
Cette position, ben, elle nous offre une opportunité unique, celle d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre de mesures préventives concrètes pour mieux anticiper les risques de demain. Donc, tout récemment, en 2025, là, on a intégré l'adaptation au changement climatique dans notre offre de produits d'assurance pour les particuliers. Puis, on a lancé une nouvelle protection qui s'appelle Rebâtir en mieux. D'ailleurs, si vous êtes assuré chez Beneva, vous surveillerez ça. Donc, après un sinistre lié à l'eau, ben, l'individu peut prendre l'option de rebâtir la maison de manière plus résiliente. Donc, par exemple, au lieu de rebâtir avec un plancher flottant au sous-sol qui est toujours à refaire à chaque fois qu'il y a des dégâts d'eau, bien, ça peut être d'avoir de l'époxy ou autres matériaux plus résilients. Puis, ce que Beneva fait, c'est que partage les coûts additionnels parce qu'évidemment, ça coûte un peu plus cher de rebâtir de façon résiliente. Fait qu'on a commencé avec les particuliers, mais on le sait que les PME font face au même type de risque. C'est ce qu'on veut regarder aussi en 2026, réfléchir à des façons d'intégrer toute l'adaptation au changement climatique avec nos clients. Puis, on a même eu un exemple récent qu'on voyait que ça affectait les PME dans la tempête débit. On s'est rendu dans un salon de coiffure. Puis, vraiment, l'inondation avait été majeure. Puis, ça a vraiment nuit à toute la performance de cette petite entreprise-là qui, du jour au lendemain, se retrouvait à plus pouvoir gérer ses opérations. Donc, les changements climatiques génèrent non seulement des coûts économiques directs pour les entreprises, mais affectent également leur fonctionnement quotidien. Les événements climatiques peuvent engendrer des conséquences profondes aussi sur le bien-être des individus. On le sait, ça crée un certain niveau de stress on pense à la coiffeuse avec son salon. Évidemment, c'est très stressant, crée beaucoup d'anxiété. Puis, je vous ai parlé un peu, là, c'est pour ça aussi qu'on s'implique sur les études en éco-anxiété. Fait on fait bien d'autres choses, mais je me contente de donner ces exemples-là. Merci beaucoup, Mélissa. Mais c'est certain que quand l'assureur peut aider un client financièrement à pouvoir rebâtir, par exemple, plus résilient au lieu d'aller identique, ben ces sous-là vont se retrouver chez un entrepreneur en construction qui va pouvoir sélectionner des matériaux différents. Donc, en bout de ligne, ça a certainement un effet rebond vers des PME. Francis, de ton côté, là, par rapport aux données que je viens de présenter, on voit là, le contexte semble difficile. Qu'est-ce que vous voyez de votre perspective chez Recyc Québec sur le terrain? Est-ce que tu penses que l'environnement est trop souvent oublié par nos équipes de direction, de gestion dans les entreprises? Ben, il peut l'être, puis je dirais que nous, récemment, on a mis à jour l'indice de circularité pour l'économie québécoise qu'on avait réalisé en 2001, alors qu'en 2020, en 2021, pardon, pas 2001. 2021, on en était à 3,5% de circularité dans l'économie québécoise, puis la mise à jour qu'on a publiée il y a quelques jours, on en est à 2,5%. Ça peut être perçu comme un constat il y a un désengagement et tout, mais on le voit aussi comme étant un défi. C'est-à-dire que comme société, on consomme énormément. On consomme plus de près de 400 millions de tonnes de matière par année, là, de tout type, là, que ce soit puis au niveau infrastructure, au niveau alimentation, au niveau du bâti résidentiel notamment. Là. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça vient mettre une pression sur l'intention de vouloir y aller davantage au niveau de la circularité d'une économie davantage circulaire. Mais de ce que j'ai retenu des données, et pas nécessairement de données de ce que tu as présenté dans les dernières minutes, mais un mot, le mot connaissance. Je dirais, quand il y a de la connaissance chez les dirigeants, chez les CA, chez dans les entreprises, il y a davantage de passage, au moins de sensibilisation, sinon de passage à l'action. Puis nous aussi, chez Recyc Québec, on travaille beaucoup là-dessus, là, informer, sensibiliser, éduquer, vouloir faire de la sensibilisation auprès des citoyens, mais aussi beaucoup des entreprises, parce qu'il y a une grande part des matières résiduelles qui sont traitées, qui sont sous leur responsabilité là, à ces entreprises-là. Donc, les enjeux qu'on voit présentement, sociaux, politiques, même géopolitiques ou autres, là, ils sont réels, mais c'est difficile. Il faut pas penser de vouloir mettre de côté l'environnement dans tout ça. Et je pense que c'est bien de le rappeler puis de constamment le marteler, ce message-là, là, que c'est très important. Là, il faut au niveau, s'il y a pas de ressources, ben, il n'y a pas d'économie, puis il n'y a pas d'économie durable. Donc, il faut être capable de modifier nos habitudes de consommation. Mais quand on dit le mot consommation, souvent on associe ça à citoyen, mais c'est aussi consommation en entreprise. Parce que oui, les entreprises utilisent des matières premières et des éléments comme ceux-là dans leur fabrication ou autre, mais il y a moyen de penser et de regarder à faire les choses un peu autrement,
ça peut devenir une plus-value de faire des choses autrement par rapport à la compétition. Ça peut devenir une façon de se démarquer pour les entreprises. Puis de plus en plus, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant et promouvoir ça pour les prochaines années pour permettre les entreprises, ça peut leur permettre de réduire les coûts, optimiser les coûts de production, diminuer les coûts de déchets, etc. Là. C'est vers là qu'on veut aller inciter les entreprises dans nos travaux, je pense qu'on peut dire communs avec tout ce monde-là. Merci beaucoup, Francis. Mais justement, quand on dit qu'il faut faire les choses différemment, pour faire les choses différemment, ben on regarde, ben, est-ce que les entreprises ont de la pression à faire des choses différemment ou est-ce que c'est plutôt le statu quo qui prévaut dans l'économie québécoise? Quelles sont les trajectoires de transition des entreprises? Puis les leviers clés sur lesquels on peut agir. Puis c'est des données par rapport à ces éléments-là que je vais présenter dans la prochaine section en complément à ce qu'on a déjà discuté ensemble. Puis je pense que ça va venir fournir un éclairage aussi par rapport à ce que Francis dit sur les défis dans l'économie, puis comment on va faire pour passer du linéaire vers le circulaire. Donc, la pression pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les entreprises, elle est à 19% d'entreprises qui disent subir une pression forte. Donc, il y a encore là beaucoup de chemin à faire pour que l'ensemble des entreprises ressentent une pression pour réduire les gaz à effet de serre. On n'est pas là. Mais cette pression-là, elle est concentrée sur certains types d'entreprises. Donc, 45% des grandes entreprises nous disent subir une forte pression. Et on l'a vu dans l'indice de trajectoire de transition tout à l'heure, les grandes entreprises mettent en œuvre beaucoup plus d'actions climatiques. 45% des entreprises exportatrices, que ce soit sur une chaîne de valeur, donc exportatrices directes ou indirectes, ces entreprises-là ressentent plus de pression à réduire les gaz à effet de serre. 43% des entreprises du secteur primaire également ressentent la pression. Quelle est la source de pression des entreprises? Ce que je voulais vous montrer avec la prochaine diapo, puis ce que je vais vous montrer avec les prochains clics, peut-être que tout semble un peu difficile à lire, c'est un peu petit, mais c'est qu'avec la nouvelle visualisation de données qui a été créée par l'équipe de Voilà, on a regroupé une quinzaine de sources de pression qu'on avait identifiées depuis 2022 en 4 grandes catégories. Donc, on a la pression sociale, la pression réglementaire, la pression à l'interne et la pression dans l'écosystème d'affaires, incluant par exemple la pression des investisseurs. Puis puisqu'on a plusieurs années de données, puis là-dessus, je vais vous inviter à aller voir dans le rapport pour le détail des chiffres, mais maintenant, on est capable de voir l'évolution des sources de pression vers les entreprises au fil du temps. Fait que qu'est-ce qui met de la pression? Quand? Puis est-ce que les choses bougent en fonction de ça? On va être capable de se développer une intelligence collective vraiment intéressante avec les données au fil du temps pour voir ce qui se passe. Donc, on voit là, que la pression de l'écosystème à l'heure actuelle, dans l'écosystème d'affaires, collectivement, on ne se met pas de pression pour réduire les gaz à effet de serre, alors que c'est tout à fait rentable et ça améliore notre compétitivité de le faire. Fait que je pense que ce qui serait vraiment le fun pour nous, ça serait de voir que la pression dans l'écosystème d'affaires prend le dessus au fil des prochaines années. Donc, les profils types d'entreprises, on a créé les algorithmes aussi en 2023. Voici ce qu'on voit en 2025, bien, qu'il reste encore une bonne proportion d'entreprises au Québec qui ne se soucient pas du climat. Elles continuent d'opérer comme s'il n'y avait aucune urgence climatique. En fait, elles pensent que c'est pas urgent de réduire les gaz à effet de serre. Les entreprises qu'on appelle insouciantes, ne se soucient pas du climat. Leur indice de transition est bien en deçà de la moyenne à 16,5. Et d'autres entreprises qui se soucient pas tant du climat, mais elles se soucient des risques. Donc, les risques réglementaires, les risques de conformité. On a des entreprises immobiles dans l'écosystème d'affaires. Elles mettent en œuvre des actions climatiques, mais c'est principalement parce que c'est une obligation. Et si elles n'étaient pas obligées de le faire, et on a fait une douzaine d'entrevues qualitatives avec des dirigeants pour mieux comprendre ce qui se passe derrière les immobiles, mais ils nous disent s'ils n'étaient pas forcés de le faire, ils ne le feraient pas parce qu'ils ne voient pas de bénéfice pour leur entreprise de s'engager dans l'action climatique. Alors que on a des entreprises au Québec, nos enthousiastes, qui, elles, voient des bénéfices et des occasions d'affaires à saisir. Donc, vous voyez, l'indice de transition cette année de nos enthousiastes et de nos immobiles est exactement le même. Elles mettent en œuvre un peu moins d'actions climatiques que la moyenne, mais leur motivation derrière, elle est complètement différente. Les enthousiastes sont motivés par les occasions d'affaires, poussent en l'air, elles veulent agir et elles se demandent comment faire. C'est pour ça qu'on a mis une petite feuille de papier dans leurs mains, là. Il leur manque de l'information, mais elles veulent agir. Ensuite de ça, on a des entreprises au-dessus de la moyenne qui comptent sur de l'expertise environnementale beaucoup plus que les autres.
à commencer par nos engagés. Les engagés ont un indice de transition cette année de 38 et nos visionnaires, chez qui on voit davantage de certifications, on voit davantage aussi de mesures de gaz à effet de serre. Ces entreprises-là ont une plus grande proportion, vont investir en recherche et développement pour générer des solutions bas carbone ou encore en technologie propre. Donc, ce sont nos entreprises visionnaires et en moyenne, leur indice de transition est de 62,3. Donc, l'écart entre les visionnaires et les insouciantes cette année atteint un sommet en termes de mise en œuvre d'actions climatiques. Donc, on voit l'évolution au cours des 3 dernières années. Les insouciantes sont en 16,8. Ici, vous voyez l'indice de transition des immobiles et des enthousiastes. Nos engagés qui mettent en œuvre plus d'actions climatiques que la moyenne, on voit quand même un recul au cours de la dernière année, alors qu'on les croyait sur une trajectoire ascendante avec un beau 42 d'indice de transition l'année dernière. Les circonstances actuelles, probablement l'incertitude, les affectent. Mais du côté des visionnaires, on continue de progresser. Donc, l'écart entre 62,3 des visionnaires et le 16,8 des insouciantes est le plus élevé. Et on voit là, vraiment qu'il y a un travail à faire pour ramener l'ensemble des entreprises vers une trajectoire davantage plausible quand on pense à une économie décarbonée. Voici la répartition selon les profils types d'entreprises. La proportion d'entreprises au Québec insouciantes cette année, 21%. 18% des mobiles, 31% d'enthousiastes. Là, on voit depuis les 3 dernières années, la proportion d'entreprises enthousiastes dans l'économie québécoise, elle est en tendance à la hausse, donc en croissance. C'est une bonne nouvelle. 16% sont engagés et 15% sont visionnaires. Donc, si on additionne là, toutes les entreprises enthousiastes, engagées et visionnaires, c'est 60% des entreprises au Québec qui sont prêtes à mettre l'épaule à la roue ou qui mettent déjà en œuvre beaucoup d'actions climatiques. Donc, en soi, ici, on voit vraiment une tendance là, dans l'écosystème qui est très positive. Les principaux freins pour agir pour le climat. Les principaux freins varient selon le niveau de maturité des entreprises. Et c'est ce qu'on peut faire maintenant qu'on a plus de données. On est capable de développer notre intelligence sur comment on va les aider, les entreprises. Et on sait depuis longtemps, même les moins avancées, donc celles qui ont un indice de moins de 20, leur principal frein, c'est le manque de moyens financiers. Le manque d'informations pour démarrer le processus, le manque de temps, c'est difficile à rentabiliser, puis il y a une forte résistance à l'interne chez ces entreprises-là. Ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on met en œuvre des actions climatiques, il y a une évolution dans les freins. Vous voyez que le manque de moyens financiers demeure le frein le plus significatif quand on est, par exemple, une entreprise immobile ou enthousiaste. Puis ensuite, le manque de moyens financiers demeure important, mais on voit là un peu des différences, là. Le manque de temps devient moins important parce que avec un indice de transition entre 31 et 49, on veut agir pour le climat, mais on est prêt à y mettre le temps qu'il faut. Mais à ce moment-là, on manque encore de moyens financiers, donc cet appui-là est vraiment important. On voit que si on avance et on progresse avec beaucoup de mise en œuvre d'actions climatiques, on commence à vivre une résistance à l'interne. Puis dans la dernière année, 2025, ce qu'on voit, c'est que la résistance à l'interne chez celles qui mettent en œuvre le plus d'actions climatiques, c'est ça qui prend le dessus comme principal frein. Donc, le contexte d'incertitude nous dit, écoute, on met déjà en œuvre beaucoup d'actions climatiques, peut-être là qu'il faut freiner notre effort. Évidemment, même les plus avancés nous disent, si j'avais plus de moyens financiers, ça m'aiderait à en faire plus. Mais voici, donc, ce qu'on voit, c'est que selon le niveau de maturité des entreprises, ici, on vous présente les principaux freins, mais si on fait une analytique derrière d'autres variables, on comprend que c'est important d'aborder les entreprises en fonction de leur niveau de maturité. C'est pourquoi aujourd'hui, on est très fiers de lancer le Barreau Éclair. Donc, le Barreau Éclair, c'est un outil numérique gratuit qu'on rend disponible sur le site web de QNP. Et l'objectif du Barreau Éclair, c'est de permettre à une PME, une entreprise, de pouvoir répondre à des questions et se comparer par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec. Donc, la PME qui remplit le questionnaire va pouvoir avoir son propre indice de transition, son profil type d'entreprise, est-ce qu'elle ressemble plus à une engagée ou plus à une immobile? Et en fonction de cette information-là, mais ça peut aider tous les accompagnateurs à comprendre
quel est le niveau de maturité de l'entreprise qui est vis-à-vis moi aujourd'hui. Puis en fonction de son profil type et de son indice, combiné au secteur d'activité où elle opère, à sa région géographique, puis à sa taille, mais on va être de mieux en mieux habilité à faire le bon maillage entre les ressources dont les entreprises ont besoin et là où elles sont dans leur trajectoire pour les aider vraiment à franchir un pas de plus. Donc, le grand levier décisif, là, puis je parle de maillage, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait que 8 sur 10 des entreprises au Québec nous disent qu'elles comptent pas sur de l'expertise. Donc, soit elles comptent pas du tout ou elles sont en voie de recruter. Mais regardez la corrélation, là. Quand les entreprises comptent sur de l'expertise, la mise en œuvre d'actions climatiques, elle est tout à fait corrélée. Alors, c'est super important de pouvoir faire ces maillages-là dans l'écosystème du Québec. Donc, là-dessus, je voulais revenir vers Mélissa parce que au cours des dernières semaines, j'ai eu la chance à 2 reprises d'animer des panels avec Beneva dans le cadre de vos soirées reconnaissance chez vos PME qui travaillent en indemnisation. Donc, des contracteurs, des ajusteurs, des carrossiers, des gens dans le secteur de la construction. Ce que j'ai aimé des panels, c'est qu'on a emmené des experts, justement, Recyc Québec. Certains de vos collègues, Francis, étaient sur les panels. Architecture sans frontières, des PME engagées en assèchement, engagées en réparation de véhicules électriques. Donc, on a vraiment emmené, dans le cadre d'un événement de reconnaissance, de l'expertise à laquelle Beneva avait accès, mais dans l'idée de partager ça avec les PME dans votre chaîne de valeur. Ça m'a beaucoup inspiré, puis je me suis demandé un peu pourquoi vous aviez fait ça, puis qu'est-ce que ça vous apporte à Beneva de faire ça, puis quel est, selon vous, l'avantage pour d'autres entreprises, des grands donneurs d'ordre, partager leur expertise avec les PME? Ouais, ben c'est sûr que Beneva, on veut, puis on peut avoir un grand rôle d'influence dans la transition écologique. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis je pense que c'est gagnant-gagnant. J'ai parlé tout à l'heure que les PME, c'est nos clients, mais c'est aussi nos fournisseurs, nos partenaires. Tu viens de donner quelques exemples qui peuvent définitivement aussi avoir un impact sur leur empreinte carbone. Puis c'est ce rôle d'influence-là qu'on tente d'avoir. L'événement auquel tu fais référence, ben, je trouve que c'est un super bel exemple du rôle d'influence. Le mois dernier, on avait réuni environ 230 partenaires en auto et en habitation qui s'occupent des dossiers de nos clients, dans le fond, après un sinistre. On leur avait partagé nos grands constats face à l'impact des changements climatiques au pays, puis notre vision pour rendre nos pratiques d'indemnisation, donc la reconstruction, la réparation, de façon plus responsable. On voulait que nos fournisseurs adoptent ces pratiques alignées avec nos valeurs environnementales et sociales. Puis on sait qu'on a besoin d'eux pour l'effectuer, cette transition-là. On ne peut pas le faire sans eux. Alors, on s'est dit que c'était important de les engager dans le dialogue pour, oui, leur donner de l'information, mais aussi les écouter pour trouver des solutions ensemble. On sait que réellement réussir la transition, il faut agir collectivement. On a des plateformes d'échange, entre autres aussi, avec d'autres mutuelles d'assurance. Fait qu'en plus de nos partenaires, on échange avec d'autres mutuelles pour essayer de trouver d'autres solutions, d'autres façons de faire sur les enjeux puis les solutions. Les PME, c'est aussi là, puis des locataires de nos immeubles, on les emmène aussi dans l'influence grâce à toute l'efficacité énergétique qu'on est en train de faire en transformant notre façon de gérer nos immeubles. Il y a tout le volet de l'approvisionnement, donc tous nos fournisseurs, on essaie de les encourager dans la transition. Ils n'ont pas tout le temps l'expertise environnementale à l'interne, mais on tente de les accompagner. Il y a d'ailleurs une étude récente de Bain qui démontre que d'ici 2028, 70% des entreprises vont préférer collaborer avec des partenaires fournisseurs qui ont entrepris un virage vers la transition climatique. En 2025, c'était déjà 56%, en hausse de 12 points depuis 2024. Donc, c'est pas rien pour les entreprises. Il faut qu'elles embarquent pour pouvoir. Il y a vraiment un volet stratégique là-dedans. Certains fournisseurs partagent pas encore tout à fait les mêmes préoccupations. D'ailleurs, on le voyait un peu plus tôt, mais on maintient un dialogue ouvert pour essayer de les faire cheminer. Puis, il faut réussir à les convaincre que la responsabilité environnementale, c'est pas une perte financière, au contraire, on voit beaucoup de bénéfices à long terme. Puis, d'ailleurs, peut-être un dernier exemple par rapport à ça, là, rattaché aux actions plus responsables de la part de nos partenaires carrossiers qui ont adopté la nouvelle technologie avec l'intelligence artificielle, permet d'optimiser les techniques de peinture pour qu'elles soient plus rapides puis efficaces. En plus, bien évidemment, de générer des gains au niveau financier. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Je pense que c'est le fun de travailler tous ensemble.
Oui, puis on voit à ton témoignage, là, il y a plein d'expertises multiples qui doivent être ramenées ensemble pour être capables de faire cette transformation-là de tous les secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le rôle de Beneva de mailler les experts ensemble. Puis avant de passer la parole à Francis, parlant de maillage, je voulais absolument présenter quelques données sur l'économie circulaire, la mesure des GES, parce que quand on a fait l'analyse des données, on a réalisé qu'il y a vraiment des voies de passage là, qui ont l'air à se dessiner en économie circulaire. Puis comment on fait pour chercher les voies de passage? On regarde beaucoup ce qui se passe chez nos entreprises visionnaires au Québec. Donc, prenons l'exemple de l'économie de fonctionnalité. Les visionnaires sont déjà engagés dans l'économie de fonctionnalité. On nous dit, je vais le faire d'ici 2 ans ou éventuellement, je vais m'en occuper. Donc, à 60%, les visionnaires savent qu'elles vont être engagées en économie de fonctionnalité. Puis ça, c'est un écart quand même significatif avec toutes les entreprises au Québec. Puis ce que je vais vous présenter pour les prochains, c'est différentes stratégies d'économie circulaire, mais vous allez remarquer que pour toutes ces stratégies-là, on voit que les visionnaires sont vraiment en voie de s'aligner vers cette direction-là. Donc, ça nous dit, là, on parle des signaux faibles qu'on recherche dans nos données. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant en économie circulaire. C'est en train de prendre forme chez nos entreprises les plus avancées. Donc, l'éco-conception, ici, on voit aussi un écart là, significatif de 21 points pour ces deux éléments-là. Les symbioses industrielles, les entreprises visionnaires sont beaucoup plus engagées en symbiose industrielle que l'ensemble des entreprises au Québec. Même chose pour l'économie collaborative. On l'a vu aussi pour ce qui touche l'entretien et la réparation. Donc, une entreprise visionnaire va être plus portée à réparer ses équipements, par exemple, qu'à remplacer. L'approvisionnement responsable, dons et revente, l'économie circulaire d'une façon générale, le recyclage, il y a quand même un écart aussi important là, avec l'ensemble des entreprises. Ici, c'est des écarts d'une quinzaine de points. L'optimisation des opérations, donc réduire combien de ressources on utilise, tout ce qui touche la productivité des matières, donc comprendre quelle matière rentre dans mes business, puis quelle valeur économique je crée avec ça, c'est quelque chose que les entreprises visionnaires font plus que les autres. Puis avant de passer la parole à Francis, je voulais te parler aussi des émissions de gaz à effet de serre parce que, bon, avec Recycle Québec, là, on est à l'affût de tout ce qui se passe en termes d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. On va en parler tantôt. Donc, est-ce que les entreprises du Québec mesurent leurs émissions de gaz à effet de serre? Voici où on en est avec la mesure cette année, en 2025. 22% ont fait un inventaire des émissions de carbone ou du moins une mesure partielle pour un produit, par exemple. Et si on compare avec 2022, c'était 13% en 2022. Donc, on peut voir une croissance sur les 3 années qui commence à démontrer une tendance à mesurer plus. On compare pas avec l'année précédente parce que d'une année à l'autre, on voit pas un progrès significatif. Mais avec plusieurs années de données, c'est là où on commence à vraiment voir une intelligence dans notre capacité d'avoir des données quantitatives, c'est qu'avec plusieurs années, on voit que définitivement, il semble y avoir une tendance à la hausse puis une progression. On voit aussi au niveau de la mesure, euh, c'est vrai, je voulais vous dire que la mesure des gaz à effet de serre, c'est un des indicateurs qui a été intégré au baromètre de l'innovation du Québec. Donc, pour tous ceux qui sont soucieux qu'il y ait de plus en plus de mesures, ben, on va commencer à encourager les gens qui investissent en recherche et développement et en innovation de penser à mesurer les émissions de gaz à effet de serre ou les gains potentiels sur les émissions par rapport aux investissements en innovation, ce qui est une excellente nouvelle. Et ça fait suite à une collaboration d'Ouranos et QNP avec le Conseil de l'innovation du Québec. Il y a d'autres indicateurs aussi qui sont intégrés au baromètre de l'innovation du Québec par rapport au climat. Les mesures des gaz à effet de serre, on avait posé des questions dès 2022 pour savoir est-ce que les gens mesurent les émissions directes ou indirectes ou les deux. Et voici l'évolution. Donc, en 2022, les émissions directes, les portées 1 et 2, c'était 46, puis les émissions directes cette année, c'était 28, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui mesurent aussi le indirect. Donc, ils font la portée 1, 2 et 3 ou les scopes 1, 2 et 3. Donc, on voit que parmi celles qui mesurent, on a tendance à mesurer plus, puis à regarder ce qui se passe dans nos chaînes de valeur, ce qui est une très bonne nouvelle en soi.
Donc, le dernier graphique que je voulais vous présenter au sujet des émissions de gaz à effet de serre, c'est celui-ci. C'est qu'on réalise que de connaître ces sources significatives, que l'on ait mesurées ou non, c'est corrélé avec davantage de mise en œuvre d'actions climatiques. Donc, si on reprend notre indice de transition, les plus avancés sont en haut, donc se dirigent vers le 100, là, les entreprises qui mettent en œuvre le plus d'actions climatiques. Bien, elles sont beaucoup plus nombreuses à connaître parfaitement leurs émissions de gaz à effet de serre. Connaître parfaitement pour nous, là, c'est probablement qu'elles ont fait une mesure. Mais elles sont aussi significativement plus nombreuses à nous dire, j'ai une idée approximative de mes sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre beaucoup d'actions climatiques, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir mesuré. Toutefois, le revers est vrai aussi. On a des entreprises qui mettent en œuvre une grande proportion d'actions climatiques sans connaître parfaitement leurs émissions. Donc, c'est possible qu'on soit en train de mettre en œuvre des actions climatiques qui peut-être n'ont pas l'impact maximal sur l'environnement, peut-être pas la rentabilité maximale pour l'entreprise. Donc, au niveau de la mesure, premièrement, c'est important de communiquer sur les sources significatives dans nos secteurs d'activité, dans l'écosystème d'affaires. Juste de connaître ça, ça peut nous aider à corréler avec davantage de mise en œuvre. Mais ensuite, quand on fait beaucoup de mise en œuvre, pas oublier que la mesure peut nous aider à vraiment rentabiliser nos gestes climatiques. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont aucune idée de leurs sources significatives, donc beaucoup de travail de sensibilisation à faire là-dessus. Puis c'est sur ça que je voulais passer la parole à Francis, parce que Francis, vous êtes témoin des émissions de gaz à effet de serre, de toutes les matières qui s'en vont à l'enfouissement, puis vous mettez en place des programmes pour aider les entreprises aussi. Donc, veux-tu nous parler un peu de ce que tu vois de ton côté sur l'économie circulaire et la mesure des GES? Juste avant, si tu me permets, je voulais rebondir sur deux choses qui se sont dites dans les dernières minutes. Premièrement, le barreau éclair, c'est génial, là, je voulais le mentionner, parce que ça va permettre vraiment aux entreprises de pouvoir, et ceux qui collaborent avec des entreprises, de pouvoir comparer, se comparer. C'est quelque chose qui est super important, je pense, pour voir au niveau d'évolution, savoir d'où on part. Puis, tout ce qui est le deuxième point, le partage d'expertise, là, dont parlait un peu Mélissa, là, chez Beneva, quand ils organisent des ateliers. Ben, c'est important pour nous aussi de partager ça, cette expertise-là, que nous, on peut avoir davantage au niveau des matières visuelles, des choses comme celle-là. Je pense qu'on a participé en parlant de matériaux de construction, parce que c'est sûr, quand on parle de sinistres et matériaux de construction, c'est malheureusement souvent synonyme, là, mais il faut être capable de voir comment gérer les choses le mieux possible. Pour ce qui est des GES, ce que je voulais un petit peu mentionner, c'est que l'élimination au Québec, l'enfouissement des matières, là, c'est quand même responsable de près de 6% de l'ensemble des émissions de GES dans la province du Québec, tout secteur confondu, là, c'est-à-dire incluant transport et tout et tout. Donc 6%, c'est spécifiquement lié à l'enfouissement des matières. Puis quand on parle d'enfouissement des matières au Québec, là, c'est 6 millions de tonnes par année. Donc, ça, là, et tout secteur confondu, là, c'est pour pour relativiser peut-être un peu, parce que 6 millions de tonnes, ça peut avoir l'air un peu abstrait. Ben, c'est l'équivalent d'à peu près 4000 camions de poubelles par jour. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, à peu de choses près. Donc, travailler là-dessus pour faire en sorte, bon, c'est pas, ce 6 millions de tonnes-là, ce n'est pas que les entreprises, là, je vous rassure, là, il y a les citoyens et l'industrie de la construction, etc., etc. Mais c'est quand même très important. Pour ce qui est de nous, ce qu'on offre, bon, mis à part vraiment là, tout ce qui est d'information sur les différentes stratégies en économie circulaire, la réduction à la source, le réemploi, parce qu'il faut comprendre que la matière qu'on ne génère pas ou que c'est celle qui est la plus facile à traiter. Donc, c'est pour ça que quand on parle de la hiérarchie des 3 RV, ben, les deux premiers R, la réduction à la source, réemploi, sont les plus importants pour nous. Mais ça, on continue de travailler, on fait de la sensibilisation, on fait de l'éducation, mais on a aussi un programme de reconnaissance pour les entreprises qui s'appelle on recycle plus ou IOR plus, qui est vraiment un programme d'accompagnement puis de reconnaissance. Puis à ce jour, on a maintenant à tout près plus de 750 entreprises qui sont attestées. Entreprises, je dirais, commerce, industrie, institutions. Puis, pas besoin d'être dans les plus, être au top ou les top guns là, pour être dans un programme comme celui-là. Il y a différents niveaux et ça permet à des entreprises de pouvoir s'inscrire dans un premier niveau pour commencer à vouloir mettre en œuvre différentes mesures qui vont toucher la gestion des matières visuelles, mais aussi l'économie circulaire, parce que on amalgame les deux maintenant de plus en plus, là, c'est-à-dire dans notre analyse ou dans notre des différentes demandes là, qui nous arrivent, on considère aussi tout ce qui est pratique d'économie circulaire. Euh,
Donc, le plus niveau d'attestation, actuellement, on a près d'une quarantaine d'entreprises qui y sont, donc à peu près 10%. Mais c'est un programme qui est offert à tous. Les secteurs qui sont les mieux représentés présentement, ben, c'est les administrations publiques, c'est le manufacturier, l'hôtellerie, la restauration, les commerces de détail et les établissements de services. Puis je vous dirais, si vous voulez vous inscrire, on a sur notre site Internet là, toute l'information pour s'inscrire à ce programme-là, ils sont Recycle Plus, puis pour lequel je dirais aussi, on est en train de compléter une mise à jour là, que vous surveillez nous dans les prochains mois. Ben, merci beaucoup. Puis justement, les programmes structurés comme ça, c'est une belle façon d'avoir accès à de l'expertise qui est pertinente, qui est faite pour le Québec. On comprend ce qui se passe chez nous, puis de vraiment faire équipe avec d'autres entreprises, puis comprendre ce que les autres mettent en place, que nous aussi on peut faire. Donc, merci beaucoup pour ces exemples-là. C'est vraiment super apprécié. Puis, on a une question dans le clavardage là, qui m'a été acheminée sur mon téléphone par ma collègue au sujet de la réglementation. Mais justement, à la prochaine section, on va parler de ce qui se passe avec toute l'incertitude autour de la réglementation. Donc, je vais en profiter là, pour probablement répondre à la question. Et si elle n'est pas répondue, je rappelle à tout le monde qu'on va répondre aussi aux questions à la fin. Donc, la perception face à l'évolution rapide des exigences gouvernementales, des lois et des règlements. Bien, en 2023, ce qu'on voyait, c'est que nos entreprises visionnaires, hein, qui sont en train de s'aligner sur des trajectoires de transition, mais c'était pas un risque très important, l'évolution réglementaire pour elles, parce qu'en fait, elles sont en voie de s'en aller dans la bonne direction. Mais d'un autre côté, les entreprises insouciantes, elles, disaient parmi leurs plus importants risques, là, à 48%, c'est l'évolution des règlements. Parce qu'en même temps, elles nous disent, j'ai pas un modèle d'affaires pour opérer dans une économie sobre en carbone. Donc, c'était un risque significatif pour elles il y a à peine 2 ans. Et ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est ça ici. En 2025, quand on a regardé les données, puis là, je vais reculer puis avancer parce que on était très surpris de voir que cette année, 50% des entreprises visionnaires nous disent un des plus grands risques pour nous, c'est l'évolution rapide des exigences gouvernementales. Ça ne s'en va pas dans une direction qui va probablement nous permettre de continuer notre trajectoire, ou en tout cas, ça risque d'être plus difficile. C'est quelque chose qui nous inquiète, c'est un risque pour nous. Et les insouciantes, elles, ben, c'est complètement renversé, là. Elles sont 35% en 2025 à nous dire que c'est un risque pour elles. Donc, c'est un risque qui a grandement diminué. Donc, cette incertitude dans l'écosystème d'affaires au niveau réglementaire, au niveau gouvernemental, nous fait dire, nous, qu'on a vraiment besoin d'avoir des orientations claires qui durent sur le long terme en termes de décarbonation avec un cadre juridique qui est clair, qui est prévisible pour les entreprises. On sait que les visionnaires investissent en innovation, elles ont des modèles d'affaires alignés, puis là, ben, elles nous disent, écoute, c'est en train de devenir un risque pour nous. Donc, les principaux éléments qui déclenchent le passage à l'action des entreprises, les préoccupations climatiques des employés fait en sorte que les entreprises agissent tout comme la réduction des coûts. Donc, on voit là, cette année que le côté économique puis le côté mes employés, c'est important pour eux, là, sont vraiment les deux principaux éléments déclencheurs du passage à l'action. L'accès à de nouvelles données, des nouvelles exigences de la clientèle, mais une belle tendance à la hausse ici, puis il y a plusieurs autres éléments déclencheurs du passage à l'action dans le rapport, là. Belle tendance à la hausse, intégrer l'action climatique au moment d'un investissement majeur. On sait que quand on fait ça, souvent, c'est un agrandissement, un équipement qui va nous durer pendant 10 ans, 15 ans. Donc, si on commence de plus en plus à voir cet indicateur-là à la hausse, c'est une excellente nouvelle et on souhaite le voir dans les prochaines années, là, continuer à croître comme déclencheur du passage à l'action. Il y a beaucoup de bénéfices pour les entreprises qui agissent. Le principal qu'elles nous disent, c'est proposer des produits, des solutions, des services adaptés aux nouveaux besoins du marché. Puis le sentiment de fierté, d'appartenance de nos employés, la réputation de l'entreprise, la marque. Donc, c'est quand même une tendance à la baisse. Cette année, on le fait beaucoup plus pour répondre aux besoins du marché que simplement pour notre image de marque. Fidélisation de la clientèle est là, est un fournisseur de choix, puis est un employeur de choix aussi. Fait que sur ça, avant de passer à la période de questions, je vais laisser Mélissa réagir à ce que j'ai présenté au niveau de l'incertitude, au niveau des déclencheurs, des bénéfices de l'action climatique, mais aussi tes conseils pour les PME qui nous écoutent. Oui, bien, c'est sûr que la réglementation, ça peut définitivement être un beau levier pour avancer plus rapidement dans la transition,
Mais c'est évidemment un défi d'importance pour les entreprises qui doivent s'y conformer, puis il y en a de plus en plus. Chez Beneva, la réalisation de nos objectifs de zéro émission nette repose, entre autres, sur des politiques publiques pour nous accompagner dans cette transition-là. On passe en tant qu'assureur auto. Une partie de nos émissions proviennent évidemment des véhicules qu'on assure, d'où l'importance d'une cohérence avec les politiques gouvernementales sur l'électrification des transports. On ne peut pas exiger à nos clients de passer à l'électrification. On va les accompagner dans la transition pour s'assurer que pour eux, d'acquérir un véhicule électrique va se faire dans une belle transition via l'assureur, puis que ce soit la même expérience, là, autant avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule à essence. Avec nos partenaires en indemnisation, on discute des moyens pour promouvoir et puis d'aider nos clients à reconstruire de manière durable. On en a parlé un peu plus tôt. Toutefois, l'impact qui serait encore plus important si la loi l'imposait, ce serait des normes en construction plus résilientes. Ça nous aiderait grandement à aller plus rapidement. On ne peut pas se fier uniquement au gouvernement. Le secteur privé, on doit absolument prendre notre place puis utiliser les leviers d'influence pour mobiliser les entreprises puis toutes les parties prenantes. C'est ce que je vous ai donné des exemples un peu tout à l'heure de ce qu'on tente de faire en ce sens. Puis, il est possible de commencer vraiment, on y croit, par petits pas. Donc, étape par étape, là, plutôt que d'essayer de voir ça trop gros. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça a été comme ça aussi chez Beneva. Je pense qu'il faut prioriser les initiatives, regarder celles. Puis là, bien évidemment, moi, je m'occupe des finances aussi, du retour sur l'investissement positif. Puis il y en a, j'appelle ça en anglais des quick wins, là, des éléments qui des fois demandent peu d'investissement pour avoir beaucoup d'impact. Donc, créer ces opportunités-là d'affaires qui peuvent être très stratégiques. Selon un sondage récent de Bain, c'est au moins 25 des initiatives de développement durable qui génèrent un rendement positif, donc un retour sur investissement positif. Donc, ça peut définitivement être de commencer par ces éléments-là. Pour vous donner quelques exemples, l'un des leviers qu'on a choisi pour décarboner nos bâtiments, c'était l'utilisation du gaz naturel renouvelable, qui est un peu plus coûteux, mais au final, avec cette transition, ça nous aurait coûté parce que, d'une part, on a réduit notre consommation grâce à une gestion plus efficace de nos bâtiments. Puis d'autre part, on a pu bénéficier d'une subvention aussi d'énergie. Donc, voici un exemple concret. Puis peut-être un autre, c'est plus de la moitié du budget de développement durable qui est assigné à nos secteurs, nos lignes d'affaires, dans nos métiers, sur des projets qui combinent à la fois des retours sur investissement, mais aussi sur l'impact environnemental. Donc, définitivement, beaucoup d'initiatives là, qui peuvent avoir de belles retombées. Donc, la responsabilité environnementale, c'est pas une perte financière, au contraire, ça peut définitivement générer des bénéfices à long terme, puis on y croit sincèrement. Merci beaucoup. Francis, je vais te demander d'être très court, si on veut se garder un peu de temps pour conclure, puis notre période de questions-réponses. Est-ce que tu as des conseils pour nos PME? Je vais être bref, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le statu quo n'est plus vraiment possible. Puis j'ai notamment retenu une donnée tantôt où tu parlais de l'intégration de l'action climatique lors des investissements majeurs, que ça devient de plus en plus important. Puis l'exemple que Mélissa vient d'apporter pour les bâtiments, il est flagrant envers ça, là. C'est-à-dire, il faut vraiment, dans la façon de faire nos choses dorénavant, de le faire autrement, davantage intégrer tout ce qui est une sensibilisation au changement climatique. Puis je dirais, peut-être un petit conseil aux entreprises, aux ceux qui travaillent avec les entreprises, restez curieux, posez des questions, cherchez à obtenir de la connaissance. On le voit là, c'est flagrant là. Sitôt que il y a de la connaissance dans des organisations ou autres, le passage à l'action semble être beaucoup plus facile à faire. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Puis soyez certains qu'on sera toujours là pour accompagner tous ceux qui ont des questions ou des informations là-dessus. Merci beaucoup, Francis. Fait qu'avant de passer aux questions, je tiens à remercier à nouveau tous nos partenaires et collaborateurs qui ont rendu possible l'enquête du baromètre de la transition des entreprises 2025 ainsi que le webinaire de ce midi. Je vous rappelle que sur notre site web, vous pouvez télécharger le rapport, le communiqué de presse. Vous avez aussi de l'information sur les formations qui sont offertes par QNP, notre communauté de pratique qui compte plus de 260 accompagnateurs, accompagnatrices de PME partout au Québec, le nouveau barreau éclair. Et ici, je vous mets le code QR, sûrement que dans le clavardage, mes collègues vont mettre le lien pour le formulaire d'appréciation et d'intérêt pour le webinaire de ce midi. Et sur ce, il nous reste quelques minutes pour des questions. Donc, on va accueillir vos questions qui sont probablement dans le QR ou dans le clavardage. Donc, je vais attendre ma collègue Rachel puisque je n'ai pas accès. Oui, donc on a une question ici pour Beneva.
Pouvez-vous nous dire quelle est votre appétence aux risques climatiques? Avez-vous défini des exclusions limites par rapport à des secteurs et ou géographies particulièrement vulnérables au changement climatique? Ouais, ben, j'imagine qu'on parle ici là, de l'assurance bien, habitation, automobile, là, que ce soit pour les individus ou les entreprises. Je dirais qu'on n'a pas comme tel d'exclusion, mis à part les zones inondables. Euh, Puis pour le reste, là, il n'y a pas de limite ou d'exclusion autre que ce qui est standard, pas rattaché aux, aux événements climatiques. Puis ceci étant dit, par rapport à tout le risque rattaché soit aux zones inondables ou toutes au niveau de l'eau, on travaille vraiment pour essayer de rendre les, les événements beaucoup moins d'impact. On travaille avec Québec Capital Climat pour la région de Québec, puis aussi avec Montréal Climat, je pense que ça s'appelle. Partenariat Climat. Oui, c'est ça. Donc, on travaille en étroite collaboration aussi avec eux pour tenter de réduire les risques autant pour nos entreprises que pour les individus. Merci. On avait également une autre question dans le clavardage. Est-ce qu'il y a une analyse d'affaires par secteur d'affaires des entreprises interrogées? Existe-t-il une corrélation entre les secteurs et le positionnement par rapport au passage à l'action? Oui, c'est une bonne question. En fait, effectivement, il y a une différence sectorielle. Les risques climatiques sont différents, vécus différemment par secteur, mais il y a des secteurs qui se mobilisent plus parce qu'ils subissent plus de pression. On ne peut pas voir les différences sectorielles avec les 819 répondants qu'on a ici parce que c'est représentatif de tous les secteurs d'activité. Donc, on a un trop petit nombre d'entreprises parfois dans certains secteurs. Toutefois, on réalise des baromètres sectoriels. On en a fait avec Aéro Montréal, on en a fait deux avec le soutien d'Investissement Québec pour le secteur manufacturier. Récemment, on a fait aussi un baromètre régional pour les entreprises qui sont dans les parcs industriels de la région de Québec. Donc, quand on fait un baromètre pour un groupe plus restreint, on est capable de comparer les données de ce groupe-là à l'ensemble du Québec. Puis à chaque fois, on trouve des variations et on trouve des occasions là, de cibler les efforts vers ces entreprises-là. Donc, déjà, 1h01, il reste plus de temps pour le webinaire de ce midi. Donc, je propose de peut-être laisser en un mot sur quoi vous souhaitez laisser nos participants aujourd'hui. Mélissa? Je pense qu'ensemble, on peut définitivement faire la différence. Donc, continuons d'aller dans le bon sens, puis de travailler à influencer, puis à avoir de l'impact sur l'environnement. Merci, Francis. Je dirais poser des questions, informez-vous, cherchez à obtenir de l'information, de la connaissance, partagez-la, puis si vous ne savez pas où la trouver, continuez de chercher. Il y a des gens qui sont là et qui en ont de l'information pour vous. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont rendu possible la tenue du webinaire, ainsi que mes collègues Catherine et Rachel.